c'est-à-dire calculer un pourcentage, calculer des moyennes, médianes, etc. Et puis, représenter graphiquement et tout ça. Après, on a abordé un peu, si vous voulez, les pourcentages, c'est-à-dire son intervalle de confiance, être à l'aise par rapport aux fluctuations d'échantillonnage, c'est ça l'intervalle de confiance. On a aussi parlé la dernière fois des comparaisons, donc entre un pourcentage observé, c'est-à-dire ce que vous trouvez au sein de votre échantillon, et un pourcentage théorique. Et là, le deuxième cours, c'était une comparaison entre deux pourcentages observés. Maintenant, supposons qu'on a calculé, si vous voulez, on a fait le test, on a calculé par exemple pour le pourcentage et on a trouvé que effectivement, il y a une différence significative. C'est-à-dire déjà là, on commence à suspecter que l'exposition à un facteur de risque, par exemple, a fait que ce groupe-là a une maladie plus que l'autre groupe. Donc, c'est ce qu'on observe, si vous voulez. Et après, selon les tests. Donc, aussi, ça nous ramène à, si vous voulez, à cette causalité, c'est-à-dire facteur de risque, effet. C'est ça l'objet de notre cours. Apparemment, il y a quelqu'un. Imen, voilà. Donc, ça. Pardon, je n'ai pas encore partagé l'écran. D'accord. Ça va, vous arrivez à voir? Oui. Très bien. Donc, j'ai dit que tout ceci nous amène à un point important, c'est lorsqu'on évoque la causalité entre un facteur de risque et une pathologie donnée, surtout nous dans le domaine médical. Donc, avant de continuer, vous avez déjà fait les enquêtes épidémiologiques et tout ça. C'est juste un petit rappel. C'est que, et puis il y a plusieurs façons de classer, si vous voulez, les enquêtes. Là, on peut parler, par exemple, d'enquête observationnelle, c'est-à-dire on observe, on fait des études et tout, mis à part pour différencier un peu l'autre type qui est l'expérimentation. Donc, tout ce qui est observationnel, ça peut être descriptif, mais aussi comparatif. Et généralement, c'est lorsqu'on fait des enquêtes comparatives qu'on peut mettre en évidence justement un lien de causalité. Donc, vous avez pour les enquêtes comparatives, idéalement, ce sont les cohortes. Donc, elles peuvent être exhaustives, c'est-à-dire prendre tout le monde, ou bien faire des échantillons. Faire le suivi selon un facteur d'exposition d'emblée, c'est-à-dire exposé, non exposé. Vous avez les enquêtes aussi cas témoins, c'est-à-dire on démarre déjà de la maladie et on forme après. Mais on peut aussi faire une étude transversale, comme vous faites les mémoires, et vous pouvez faire des comparaisons entre deux ateliers, deux populations, deux métiers, etc. Donc, la causalité dans les études observationnelles, c'est la causalité d'une association significative entre une exposition et une maladie d'une étude observationnelle sera d'autant plus probable que plusieurs des critères définis par Austin Bradford Hill seront réunis. C'est-à-dire, même si vous avez trouvé une différence significative, pour pouvoir parler de causalité, là, il faudra si vous voulez, qu'un certain nombre de facteurs ou bien de critères soient déjà obtenus. C'est quoi ces critères d'Austin Bradford Hill? Les voici. Donc, vous avez cette liste, on va la lire. C'est pour avoir un peu, je voudrais que vous reteniez ça. C'est pour être à l'aise lorsque vous lisez des articles, des études et tout ça. Et puis même en parlant, en présentant vos résultats, en discutant vos résultats, vous ferez attention pour ne pas donner directement des conclusions hâtives. C'est-à-dire, vous trouvez qui de oui, ça va, il y a une différence significative. Ça ne vous autorise pas à dire oui, finalement, la soudure, par exemple, a causé ça, etc. Donc, ces critères sont, le premier, la séquence dans le temps, c'est-à-dire l'exposition précède l'événement.
Ça, c'est évident. D'ailleurs, c'est chose qu'on fait, nous, en médecine du travail. Avant de parler d'asthme professionnel, il faut vérifier est-ce qu'il n'avait pas déjà cet asthme avant d'être recruté. Une force de l'association importante, c'est-à-dire s'il n'y a pas, vous n'avez même pas trouvé un test, par exemple, statistique pour la différence significative, c'était même pas vraiment significatif, vous avez trouvé P égale 0,04 par exemple, c'est pas vraiment une force. Vous voyez un peu, l'association n'est même pas forte. La spécificité de la relation, c'est-à-dire il faut qu'il y ait vraiment un lien, déjà comme ça, logiquement, scientifiquement, etc. Et puis, ce n'est pas une pathologie qui est provoquée par plusieurs facteurs, par exemple, ou bien elle surviendra facilement avec l'âge, et vous allez incriminer directement un facteur de risque. Donc là, plus il y a de la spécificité entre votre facteur et la pathologie. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous avez la fumée de tabac, vous avez le cancer du poumon. C'est un peu logique, même si ce n'est pas vraiment spécifique au tabac, parce qu'il y a plein d'autres facteurs qui peuvent favoriser le cancer. Donc, on ne peut pas prendre ce facteur à lui seul. C'est parmi, si vous voulez, les exemples. Mais là, au moins, la fumée, elle est inhalée par l'arbre respiratoire, donc c'est un peu logique. Donc, imaginez, vous prenez un autre type, par exemple, de pathologie, et ça n'a rien à voir. Là, il faudra vraiment bien fouiller avant d'évoquer déjà la causalité. D'autres critères, l'existence d'une relation dose-effet. C'est-à-dire, là, on parle de ces critères pas au sein d'une seule étude, pour qu'on soit d'accord. C'est-à-dire, supposons que là, on veut, par exemple, parler de causalité entre les fumées de soudage et le cancer bronchopulmonaire, par exemple. Quand je dis la séquence dans le temps, ça veut dire que pas seulement dans une seule étude. C'est-à-dire, on essaye de vérifier, de voir ce que les autres ont trouvé comme résultat, etc. Il faut que la séquence dans le temps soit respectée. Ça va de soi. Il faut qu'il y ait de la force de l'association. C'est-à-dire, dans les tests statistiques, il faut qu'il y ait un peu une mise en évidence de tests parlants, si vous voulez, entre guillemets. Donc, la spécificité de la relation, là aussi, c'est un critère. Donc, lorsqu'on l'a, c'est vraiment un point fort, si vous voulez, en faveur de cette causalité. L'existence d'une relation dose-effet, c'est-à-dire s'il y a des études qui ont un peu comparé entre, par exemple, des travailleurs exposés durant 20 ans à la fumée de soudage et d'autres qui sont exposés durant 10 ans, ça va de soi que logiquement, il faut que ceux exposés durant 20 ans ont eu plus de maladies, c'est-à-dire on a calculé une prévalence par exemple, qui est supérieure à celle chez les travailleurs qui étaient exposés durant 10 ans, 5 ans, etc. C'est ça, dose-effet. C'est-à-dire, plus la dose augmente, plus l'effet augmente. Quand on dit dose, ça peut être la dose déjà, chimique par exemple, atmosphérique, etc. Mais aussi la durée. Cette dose augmente avec la durée aussi. Donc, il faut que l'effet suive cette augmentation de l'exposition. La cohérence interne, c'est-à-dire méthodologie, prise en compte des biais. C'est pour ça, si vous avez remarqué, si vous avez lu des articles, par exemple, des méta-analyses, des revues de la littérature, ils ne prennent pas toutes les études. D'accord? Sinon, ils auraient pris nos mémoires, tout. Non, ils vont vraiment, il y a une sélection. C'est-à-dire, lorsqu'il y a des biais, lorsqu'il y a une méthodologie qui n'est pas très claire, où il y a des petites fautes, etc., ils ne prennent même pas les résultats. C'est ça, parce que la cohérence interne est très importante. Avant de juger, de dire j'ai trouvé le résultat, etc., il faut vraiment que votre méthodologie soit correcte. Parce que si elle est fausse, vos résultats ne vont rien valoir. Donc, la constance de l'association, c'est-à-dire là, entre les études, par exemple, vous avez trouvé, par exemple, un test positif, un test, si vous voulez, une différence significative. Une autre étude va trouver l'inverse, elle va trouver que non, ce facteur de risque est un facteur de protection. Au contraire, les soudeurs ont eu moins de cancer. Là, ça va un peu neutraliser, si vous voulez, vos résultats.
Je vous donne un exemple. Si on prend maintenant les champs électromagnétiques, c'est un sujet à controverse. C'est-à-dire parler de la leucémie, parler du glioblastome et tout ça. Pourquoi on n'admet plus, enfin, on n'a pas encore admis la causalité entre l'exposition aux champs électromagnétiques et certains effets, même sur la stérilité, etc. Parce qu'il y a des études qui continuent à trouver l'inverse, à trouver enfin qu'il n'y a pas de lien. Donc, c'est ça. Il n'y a pas de constance de l'association. C'est-à-dire, certaines études vont trouver qu'il y a un effet, si vous voulez, qu'il y a une différence significative. D'autres, ils vont trouver qu'il n'y a pas. Donc là, ça fragilise. On n'a pas ce critère qui est respecté. Il y a aussi la reproductibilité des résultats. C'est-à-dire, si vous faites une étude, vous prenez des soudeurs, par exemple, vous allez les suivre durant 10 ans, 15 ans, etc. Vous allez constater certaines maladies. Et par exemple, moi, je fais la même étude, c'est-à-dire je prends 100 soudeurs, par exemple, je vais les suivre, je vais doser, etc., etc. C'est pratiquement le même poste, etc. Mais je ne trouve pas les mêmes résultats que vous. Ça veut dire qu'il n'y a pas un respect de ce critère. Il n'y a pas une reproductibilité des résultats, même si on a suivi, si vous voulez, le même protocole. C'est ça. Ça veut dire qu'au final, il n'y a pas vraiment une causalité entre cette maladie et ce facteur de risque. Dans le monde entier maintenant, si vous prenez, puisque ça a été admis, tout ce qui est certain, si vous allez par exemple, si on reste dans le cancer, mais ça s'applique à toutes les maladies. Si vous allez par exemple, vous prenez n'importe quel facteur de risque classé groupe 1 du cirque, vous allez ramener une population, vous suivez votre population, vous allez trouver qu'il est cancérigène. Si vous trouvez qu'il n'est pas cancérigène, c'est pas normal. Ça veut dire soit il y a des biais dans votre étude, parce que le jour où ils l'ont mis au groupe 1, ça veut dire qu'ils ont vérifié que tous ces critères sont respectés. Ils ont suivi, ils ont pris vraiment un nombre important d'études et d'enquêtes épidémiologiques, même les preuves expérimentales, c'est-à-dire ça a été aussi testé sur des rats, etc. Et là, ils ont confirmé. C'est ça les critères, vous voyez, si vous voulez. Donc, c'est pour ça on passe des années et des années à avoir un facteur classé 2A. C'est pour ça qu'on vous dit, nous, en médecine travail, même les facteurs 2A, il faut faire attention. Il ne faut pas, c'est pas parce que c'est un sujet, on dit il est à controverse, que ça veut dire qu'il n'y a pas de risque. C'est pas parce que le formol, par exemple, ou une substance est classée 2A qu'on fait pas le nécessaire comme on le fait avec les autres cancérigènes. On parle pas de l'aspiration, on parle pas des moyens collectifs, etc. Vous voyez un peu. Parce que c'est juste, il n'y a pas encore assez de critères respectés pour qu'ils soient reconnus comme étant réellement en cause de cette pathologie. Est-ce que c'est clair? Donc, je continue les critères et après, on peut en discuter. La plausibilité biologique, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une logique physiologique ou bien physiopathologique, biologique, etc. Vous ne pouvez pas me parler, par exemple, d'un élément. Vous allez me dire, moi, j'ai fait une étude, j'ai trouvé que la vitamine D, par exemple, je ne sais pas, un déficit en vitamine D est un facteur, par exemple, de protection contre l'ostéoporose. Mais ce n'est pas logique, parce qu'on revient à la physiopathe, on revient au rôle de cette vitamine D, etc. Il n'y a pas de logique dans votre résultat. Vous voyez un peu. Donc, il faut qu'il y ait une plausibilité biologique. La reproductivité des résultats, on en a parlé. L'existence de preuves expérimentales, c'est-à-dire vous avez votre étude épidémiologique, si vous voulez, observationnelle, c'est ce qu'on a dit. Mais là, il faut que, en même temps, vous allez jeter un œil sur ce qui se fait en expérimentation, c'est-à-dire les gens qui prennent la même substance, ils vont l'injecter ou bien ils vont mettre des souris en contact de cette substance, ils vont trouver des résultats et tout ça. Si ça va dans le même sens, vous avez déjà un critère qui va vous servir, qui va servir votre théorie, si vous voulez, ou bien votre hypothèse par rapport à cette causalité. L'analogie avec d'autres associations, c'est-à-dire il n'y a pas de contradiction entre les résultats, c'est-à-dire l'un va trouver que la fumée de tabac, par exemple, est cancérigène, l'autre, il va trouver que le tabac chiqué est un facteur de protection. Vous voyez un peu.
Les deux comportent du tabac. Donc, en principe, il ne faut pas que ça aille dans deux sens vraiment très différents. Donc, il y a une analogie avec d'autres associations, d'autres résultats. Par exemple, vous étudiez entre tabac et cancer, quelqu'un d'autre va étudier tabac et stérilité, tabac et mutation. Ça va dans le même sens. Donc, les résultats vont appuyer d'autres résultats, enfin, les résultats d'autres études. C'est bon pour les critères. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Non. Oui, ça va. Ça va. Donc, Ça va. normalement, à partir de ce moment, vous ferez très attention lorsque vous allez interpréter des résultats, lorsque vous allez lire un article, c'est que pour parler d'une causalité entre un facteur de risque, si vous n'avez pas, vous pouvez pas retenir tout ça, retenez une chose. Pour parler d'une causalité, d'un facteur de risque par rapport à une maladie, il faut faire un grand travail. D'accord? Donc, il faut vraiment qu'il y ait plusieurs études, etc. Donc, c'est pas aussi facile et c'est pas aussi banal. La preuve, lorsque vous utilisez, comme ça, vous lisez un article, c'est-à-dire une étude, ils vont dire probablement, ça pourrait être, etc. Généralement, dans le choix de la langue, il faut être attentif à ne pas donner des affirmations, c'est-à-dire ne pas dire comme ça, c'est la cause et c'est pour ça, ça explique pourquoi la pathologie a été remarquée dans notre population. Il faut dire, ça pourrait être en relation d'une, ça rejoint les résultats d'autres études, etc. Donc, l'étude de l'association entre un facteur d'exposition et une maladie est l'une des étapes majeures de la recherche des facteurs étiologiques des maladies. Et je le dis souvent durant ces cours, c'est que tout ce qu'on connaît maintenant comme effet, on le fait comme cours. On prend par exemple les pneumoconioses, on prend la silice, on parle des effets de l'amiante, tout ça, c'est vraiment si vous voulez, le fruit de plusieurs efforts dans le passé, plusieurs études qui ont été faites. Il fut un temps, les gens ne parlaient pas de silice comme étant cancérigène, ni l'amiante, ni, vous voyez, ni plusieurs facteurs, que ce soit professionnels ou autres. Donc, déjà, même le tabac, il y avait un moment où tous les médecins fumaient, par exemple, fumaient des cigarettes. Et à un certain moment, ça a commencé à être remarqué. Après ça, il y avait plein d'études. Maintenant, on vous dit directement, avec certitude, le tabac est cancérigène. Vous voyez un peu, le tabac tue, le tabac cause ça et ça. Donc, au fond, c'est vrai que cette étude de la causalité de cette association entre facteurs d'exposition et n'importe quelle maladie, c'est l'une des étapes majeures parce que c'est comme ça qu'on a après ce savoir ou bien ces données scientifiques que après à un certain moment ça devient comme des évidences. On peut définir le risque comme étant la probabilité de survenue d'un événement. Bien sûr, ça se situe puisque c'est une probabilité, donc c'est entre 0 et 1, chez un individu ou une strate de population. Une strate, ça veut dire une classe, une partie d'un échantillon, etc., durant un intervalle de temps donné. Donc, mais on peut étudier plusieurs types de risques. Vous avez par exemple le risque absolu, c'est-à-dire on calcule juste cette probabilité. Vous avez aussi les mesures de l'excès de risque, c'est-à-dire c'est une façon de dire que ça augmente le risque de combien, si vous voulez. Il y a aussi les mesures de contribution d'un facteur. C'est comme si on revient au facteur et on dit finalement il a augmenté de temps. Il a majoré en quelque sorte ce risque de temps. Donc c'est l'objet de notre cours d'aujourd'hui. Pour identifier un facteur d'exposition, il faut mettre en évidence déjà une liaison entre ce facteur et la maladie avec un test statistique. C'est ce qu'on a fait durant les cours précédents. Donc, on démarre de là. C'est bon, on a fait notre test de Ki2, par exemple, c'est juste ou bien Fisher, etc. Et on a trouvé que finalement, il y a une liaison, il y a une différence statistique. C'est ça. On a trouvé un test statistique. Le résultat, en quelque sorte, nous permet de continuer. Comment
continuer, c'est en mesurant la force de cette liaison. La dernière fois, je vous ai dit qu'une fois on calcule notre qui 2, on peut aller sur la table, ou bien si on a le logiciel, pour avoir un peu notre petit p. C'est pour nous donner là, si vous voulez, cette significativité. On a dit que trouver par exemple 0,047, c'est pas comme trouver 0,00001. Ça va de soi que la deuxième situation, c'est-à-dire la différence est un peu plus significative si vous voulez. Donc là, on va la calculer carrément, c'est-à-dire mesurer cette force de liaison, mesurer l'impact de ce facteur dans la survenue de cette maladie. Il y a des tests, juste il y a des formules et il y a des, si vous voulez, vous connaissez déjà, je pense, vous avez déjà entendu de risques relatifs, odds ratio et tout ça. Donc, c'est ce qu'on va évoquer aujourd'hui. On va revenir à notre fameux tableau de contingence, le 2x2. Donc, il faut toujours démarrer de là, parce que même si vous ne le dessinez pas, il faut l'imaginer. Donc, c'est-à-dire avoir qui est malade, combien sont malades. Et là, toujours, on parle d'effectifs et non pas de pourcentage. C'est-à-dire, j'ai ici, par exemple, 6, 15, 20, etc. Donc, malade, non malade, exposé, non exposé. Et je trace. Par exemple, j'ai ici A, B, C, D. Ça va de soi que ici, c'est le total, A plus B. Ici, c'est le total de la ligne, C plus D. Et ça, c'est le total global. La même chose pour les colonnes. Est-ce que c'est clair? Oui. Ça, vous connaissez déjà. Donc, on a dit qu'en premier, il faut parler du risque absolu. Comment avoir ce risque absolu? C'est simple. C'est-à-dire le risque d'être malade. Mais chez qui? Chez les exposés, par exemple, ou bien chez les non exposés. On prend chez les exposés, quel est le risque absolu d'être malade? Dites-moi. Très bien. Donc, c'est A divisé par A plus B. La même chose pour les non exposés. C'est C divisé par C plus D. Très bien. Et si on veut, c'est chez tout le monde, chez tout l'échantillon par exemple, je prends les malades, c'est-à-dire A plus C, divisé par le total. C'est ce que vous avez ici. C'est ça. C'est simple, c'est ça le risque absolu. C'est logique. Est-ce que c'est clair? Donc, on peut passer. Très bien. Maintenant, on arrive aux mesures d'association proprement dit. Donc, le risque relatif, on commence par le risque relatif. Donc, retenez une chose, s'il vous plaît, c'est qu'on parle de risque relatif lorsqu'il s'agit de cohortes. C'est-à-dire, si on ne peut pas calculer une incidence, on ne peut pas calculer un risque relatif. C'est une erreur que tout le monde, enfin tout le monde, beaucoup de gens commettent, même des gens qui connaissent un peu. Donc, il faut faire attention. Donc, risque relatif, on évoque ou bien on essaye de calculer un risque relatif lorsqu'il s'agit d'une enquête de type cohorte. Parce que si on n'a pas un taux d'incidence, on ne peut pas parler. C'est facile. Vous avez le tableau, donc rien ne vous empêchera de calculer. C'est pour ça que je vous ai dit, la compréhension durant ces cours, elle est plus importante que les calculs. Parce que les calculs, vous pouvez les trouver, vous pouvez consulter la formule, vous pouvez utiliser un logiciel, il va vous calculer. Mais la compréhension, elle vous permet déjà d'interpréter et puis elle vous permet de savoir si vous avez le droit de dire ça, d'utiliser ça ou pas. Donc, par exemple, là, si je vous donne la formule, regardez, elle est simple. A divisé par A plus B, le tout divisé par C divisé par C plus D. C'est-à-dire ça. A, B, C, D depuis longtemps, depuis que vous avez tracé votre tableau de contingence. Mais supposons que vous êtes en train de faire votre mémoire et vous avez vos résultats. Est-ce que vous avez le droit de calculer le risque relatif? Non, c'est faux. Si je prends votre mémoire, vous faites une étude transversale et après je trouverai risque relatif, c'est archi faux. Ça veut dire que vous êtes en train de commettre une grande, grande erreur en stats et en épidémiostat. D'accord? Donc, il faut retenir ça. Tant que vous n'êtes pas dans une enquête, ou bien vous n'êtes pas en train de faire une enquête de type cohorte, vous n'avez pas le droit de parler de risque relatif. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est Oui. retenu? C'est bon. Oui. Très bien.
Donc, maintenant, on va voir un peu revenir comment il est calculé. Donc, également appelé ratio de risque. On a dit ici que on calcule le risque absolu, mais à un certain moment, on voudrait bien comparer. Est-ce que le risque d'être malade parmi les exposés, c'est ça notre objectif au fond, pour parler de causalité. Est-ce que le risque de devenir malade chez les exposés est supérieur, si vous voulez, et il diffère vraiment du risque de tomber malade chez les non exposés, pour pouvoir un peu évoquer cette causalité de cette exposition, n'est-ce pas? Donc, c'est pour ça qu'on est en train de faire des rapports de risque. Donc, ratio de risque au rapport de risque. Est-ce que c'est clair le principe? Donc, c'est le rapport des risques de chaque groupe d'exposition. En quelque sorte, c'est le taux d'incidence, puisqu'il s'agit de cohortes. Ici, si vous prenez les exposés, vous allez les suivre. Vous avez un nombre A qui sont devenus malades, n'est-ce pas? Un nombre A qui sont devenus malades. Vous le divisez par A plus B. Et vous prenez chez les non exposés le nombre qui sont devenus malades. Parce que c'est une cohorte. On est en train de suivre et recueillir, par exemple, les malades. Donc, c'est C divisé par tous les non exposés. Donc, en quelque sorte, comme si je suis en train de faire un rapport entre deux taux d'incidence. Est-ce que c'est clair? Oui, mais puisqu'il s'agit d'une cohorte, ils sont survenus, c'est-à-dire petit à petit. C'est comme une incidence aussi. Oui, voilà. Donc, c'est ça la formule. Donc, elle est simple. C'est A divisé par A plus B, le tout sur C divisé sur C plus D. C'est ça la formule, elle est simple. Et vous avez votre risque relatif. On verra après comment l'interpréter. Si vous trouvez 1, si vous trouvez 0, comment vous allez interpréter. Donc, mais avant de, parce que l'interprétation est la même entre l'odds ratio et le risque relatif, c'est juste que pour le risque relatif, on l'utilise quand il s'agit de cohortes, mais pour tout le reste, surtout cas témoin par exemple, parce que si on veut, enfin, il est admis que si on veut vraiment étudier une causalité d'un facteur de risque, donc soit on va faire exposé non exposé et on va les suivre, c'est-à-dire une cohorte, soit on va prendre les cas et on choisit les témoins pour faire une enquête de type cas témoin. Mais il arrive qu'on calcule ou bien qu'on cherche à connaître cette causalité ou bien à l'estimer un peu selon les résultats d'une enquête transversale. On a le droit, mais on n'a pas le droit d'utiliser le risque relatif. Le seul qu'on peut calculer, c'est l'odds ratio. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, en dehors des enquêtes de type cohorte, pour lesquelles on calcule le risque relatif, tout le reste, surtout les enquêtes de type cas témoin, on calcule l'odds ratio. Donc, si un jour vous voulez calculer quelque chose, une mesure d'association, on est dans les mesures d'association, donc, et vous avez fait une enquête, une étude transversale, sachez que vous avez le droit de calculer l'odds ratio, mais pas le risque relatif. Donc, la fréquence réelle de la maladie et de son évolution létale dans la population générale n'est pas connue. Le calcul du risque relatif n'est pas possible. Il est possible de comparer les expositions aux facteurs de risque entre cas et témoins en calculant la cote ou l'odd chez les cas et chez les témoins. Je m'explique. Donc, le terme odd, c'est un terme anglais qui signifie cote. Donc, l'odd se définit de la façon suivante. C'est quoi? Cote ou odd, c'est quoi? C'est la probabilité de survenue d'un événement sur la probabilité de non-survenue de cet événement. Donc, c'est différent du risque relatif. Ce n'est pas la même formule. C'est-à-dire la probabilité de survenue. Après, chez qui? On prend les cas, c'est-à-dire les malades, et on prend les non-malades et on calcule. C'est la probabilité de survenue sur non-survenue. Donc, A sur C, puisqu'on a démarré des cas et des témoins. D'accord? Donc, on va comparer comme ça. Donc, et chez les témoins, la même chose. Probabilité de survenue, c'est-à-dire de trouver cette notion d'exposition, sur la non-survenue, c'est-à-dire D. Donc, c'est A sur C,
B sur D. Ça, c'est l'odd. L'odd chez les cas, l'odd chez les témoins. Et comme on a dit, odds ratio, c'est-à-dire un rapport des odds, si vous voulez. Donc, c'est A sur C divisé par B sur D. C'est-à-dire ça, l'odd chez les cas sur l'odd chez les témoins. D'accord? Donc, bien sûr, quand on fait tout ça, ça devient AD fois BC. AD, c'est toujours facile pour l'autre ratio. C'est ça fois ça. C'est comme si vous faites un X. Donc, A fois D divisé par B fois C. C'est ça vos formules. Est-ce que c'est clair? Oui. D'accord. Donc, maintenant, on arrive à toujours la même chose, quelle que soit une moyenne, un pourcentage. Tant qu'il y a si vous voulez, ce phénomène de fluctuation d'échantillonnage, on sera obligé de fixer l'intervalle de confiance. Donc, la plupart des enquêtes sont réalisées sur des échantillons. Donc, ceci dit, le risque relatif et l'odds ratio sont aussi soumis aux fluctuations d'échantillonnage. Il est préférable donc de calculer un intervalle de confiance qui donne une idée de la précision de l'estimation. C'est important parce que tant qu'on n'a pas l'intervalle de confiance, on ne sait pas. Est-ce que par exemple, moi j'ai trouvé un odds ratio de 1,6 et l'autre il a trouvé 1,4. Est-ce que ça veut dire que cette différence c'est juste les fluctuations d'échantillonnage ou bien réellement dans ma population, ce facteur de risque a eu plus d'effet, si vous voulez. D'accord? Donc, c'est important. Donc, on se répète en parlant de l'intérêt de l'intervalle de confiance. Donc, là, il y a plusieurs méthodes. Il y a des calculs, enfin, des méthodes de calcul compliquées. J'ai choisi celle qui m'a paru la plus simple. Donc, c'est la méthode de Miettinen à partir des résultats du test du KI2. C'est-à-dire, vous avez déjà le résultat de votre KI2. Vous vous rappelez? On peut trouver 7, 8. On a dit que tant qu'il dépasse 3,84, lorsqu'on est à 95%, c'est-à-dire alpha 0,05, on a dit que tant que ça dépasse 3,84, on dira que il y a une différence significative. Et après, on précisera notre petit p. On peut utiliser ce résultat, ce que vous avez trouvé, pour un peu fixer l'intervalle de confiance de votre odds ratio. Puisqu'on a démarré, rappelez-vous, toujours on a démarré de notre tableau de contingence, que ce soit pour calculer le Ki2 ou bien pour calculer le risque relatif ou bien l'odds ratio, l'un des deux. D'accord? Donc, on peut utiliser ce résultat. Comment? Donc, vous avez votre odds ratio, vous l'avez calculé selon cette formule. La même chose pour le risque relatif. C'est pour ça que je vous ai dit, pour l'interprétation, pour tout le reste, c'est la même chose. C'est juste au départ, selon le type d'enquête, vous allez prendre celui-là, enfin le risque relatif ou bien l'odds ratio. Donc, vous faites 1 plus ou moins 1,96 racine du Ki2, bien sûr en valeur absolue, enfin divisé par la racine du Ki2, vous aurez une valeur. D'accord? Et vous faites votre odds ratio à la puissance de 1 plus ou moins ce résultat. Vous aurez deux valeurs, avec le plus et avec le moins, n'est-ce pas? Si vous faites votre odds ratio, racine 1 moins 1,96 divisé par racine du Ki2, vous allez trouver une valeur. Et généralement, elle va être proche de l'odds ratio un peu. Vous faites la même chose. 1 plus, cette fois plus, vous trouvez une autre valeur. La plus petite, ce sera donc la marge inférieure. La plus grande, elle sera la marge supérieure de votre intervalle de confiance. Est-ce que c'est clair? Et c'est la même formule pour le risque relatif. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est ça, mais généralement, dans le logiciel, il vous donne directement l'intervalle de confiance. Mais vous pouvez le calculer manuellement. Donc, c'est ça la formule. Enfin, l'une des formules, comme je l'ai dit. L'interprétation, maintenant, pour le risque relatif, donc au loss ratio, ce sont des nombres sans unité. Donc, il n'y a pas d'unité. Compris entre 0 et l'infini. Donc, vous pouvez trouver 0, 0,5, 2, 4, 5, 15. Enfin, théoriquement, c'est entre 0 et l'infini.
L'interprétation du risque relatif et de l'odds ratio est la même. Donc, lorsque le risque relatif au odds ratio est strictement supérieur à 1 et que l'intervalle de confiance ne contient pas 1, c'est-à-dire, comme on a dit, la première valeur, la deuxième valeur. Entre les deux, il n'y a pas la valeur 1. C'est-à-dire, vous avez par exemple, si vous avez 0, 0,5 et 1,5. La valeur 1, elle se situe au milieu. Mais si vous ne l'avez pas dans l'intervalle, donc lorsque le risque relatif aux loss ratio est strictement supérieur à 1 et que l'intervalle de confiance ne contient pas 1, le facteur à étudier est un facteur de risque. Lorsque le risque relatif au loss ratio est strictement inférieur à 1 et que l'intervalle de confiance ne contient pas 1, le facteur est alors un facteur de protection, par exemple un vaccin, un traitement donné. C'est-à-dire, vous étudiez le lien, par exemple, entre la vaccination contre l'hépatite B et la prévalence, par exemple, de l'hépatite B. Logiquement, ça va de soi que vous allez trouver, après l'odds ratio, il est inférieur à 1. C'est-à-dire qu'au final, c'est vrai, être vacciné, ça a protégé. La preuve, ça a diminué le risque. Parce que là, ça veut dire que ça a augmenté le risque. Lorsque le risque relatif au odds ratio est égal à 1 ou bien l'intervalle de confiance comprend 1, ça veut dire qu'il n'y a pas de liaison entre le facteur étudié et la survenue de la maladie. Ni il a augmenté son risque, ni il l'a diminué. Donc, on va un peu schématiser. Donc, vous avez votre risque relatif au odds ratio. Vous allez trouver une valeur, vous allez calculer. Souvent, c'est par exemple, vous allez trouver 1,6, 2, etc. Ou bien, elle sera inférieure à 1. Si vous avez inférieur à 1, c'est une diminution significative du risque et pas d'association, si oui, c'est-à-dire il n'y a pas d'association significative par rapport à l'augmentation du risque, c'est-à-dire. Mais là, non, là, ils prennent les deux possibilités, c'est-à-dire ici, il y a le 1 dans l'intervalle. Je préfère le schéma alors. Donc, regardez, vous avez 0, vous avez l'infini, vous avez... Voici votre odds ratio ou bien risque relatif. Il est vraiment inférieur à 1, il est loin. Que ce soit la valeur que vous avez calculée, que ce soit les deux valeurs qui vont délimiter, si vous voulez, votre intervalle de confiance. Vous avez compris ça? Votre valeur. Très bien. Mais vous avez compris que lorsque vous allez calculer votre odds ratio ou bien risque relatif, et après vous allez calculer, si vous voulez, votre intervalle de confiance, votre valeur calculée, elle se trouve toujours à l'intérieur de l'intervalle de confiance. C'est ça. Parce qu'on va estimer que durant tout cet intervalle, ou bien toutes les valeurs de cet intervalle sont à l'abri, si vous voulez, des fluctuations d'échantillonnage. Donc, ça va de soi, vous aurez toujours ça. Vous allez donner, par exemple, une valeur. Vous allez donner odds ratio. Généralement, vous pouvez consulter certains articles. Maintenant, vous allez comprendre. Donc, vous allez trouver odds ratio égale, par exemple, 1,15. Entre parenthèses, intervalle de confiance à 1, vous trouverez comme ça. IC 95%, 2 points. Et ils vont vous donner, par exemple, 1,10 jusqu'à, virgule, point virgule, par exemple 1,90. Mais votre valeur, elle se situe à l'intérieur. D'accord? Qu'est-ce que vous avez dit, docteur Chebini? Oui, quel que soit. Bon, généralement, s'ils vous donnent la valeur dans un article, ça veut dire qu'ils ont trouvé un résultat. Sinon, à quoi bon? S'ils trouvent qu'il n'y a pas d'association, ils ne vont même pas la citer. Mais généralement, vous allez trouver cette situation-là. C'est-à-dire, ils vous disent le lien, par exemple, a été évoqué devant les résultats de notre étude et tout ça et tout ça. Ils vous donnent, par exemple, risque relatif égal à 1, par exemple, 6, quel que soit. Généralement, quand il y a des études, c'est-à-dire un facteur, on ne trouve pas comme ça 3, 4, 5, c'est pas évident. Généralement, c'est 1,6, 1,7, etc. Donc, vous avez votre valeur et après, il vous donne l'intervalle de confiance, les valeurs de l'intervalle de confiance. Si tout est loin de 1, c'est-à-dire c'est nettement supérieur à 1, que ce soit la valeur, que ce soit les deux marges de l'intervalle de confiance, ça veut dire que réellement, oui, c'est un facteur de risque, c'est-à-dire une augmentation significative du risque.
D'accord? Si vous trouvez par exemple, vous pouvez trouver votre odds ratio, il est supérieur à 1, légèrement généralement, mais il suffit d'une petite marge. C'est-à-dire, vous avez par exemple 1,6, mais la marge inférieure, lorsque vous l'avez calculée, c'était 0,95. C'est bon, ça vous a bousillé le résultat, si vous voulez. Votre résultat n'est plus significatif. Parce qu'il faut que tout soit supérieur à 1 pour parler d'augmentation significative du risque. Est-ce que c'est clair? Les autres, vous êtes là? Ça va? Oui. Oui, on est là. Donc, vous avez compris cette notion, enfin, les deux principes. C'est-à-dire calculer, utiliser, enfin, quand est-ce qu'on utilise le premier ou bien le deuxième par rapport au risque relatif et odds ratio, et surtout cette notion d'interprétation selon l'intervalle de confiance. C'est important. Mais généralement, dans le logiciel, il vous donne d'emblée le petit p. Lorsque vous avez un petit p qui n'est pas significatif, c'est-à-dire il est supérieur à 0,05, c'est pas la peine de citer, c'est un résultat de non significatif. Autrement dit, le logiciel de statistique, il vous facilite. Il vous laisse pas interpréter où est-ce qu'elle est la marge supérieure de l'intervalle de confiance, où est-ce qu'elle est la marge inférieure. Il vous donne votre résultat, il vous donne l'intervalle de confiance et il vous donne le petit p. Lorsque le petit p est inférieur, vraiment inférieur généralement de 0,05, vous allez observer votre intervalle de confiance, vous allez trouver que effectivement les deux bornes de l'intervalle dépassent 1, etc. Parce que par exemple, il m'est arrivé de trouver odds ratio, par exemple, de 1,5 par exemple, bien 1,40. Et après, il me donne petit p supérieur à 0,05, par exemple, petit p 0,006. Après, je me dis, oh, dommage, je n'ai pas trouvé vraiment une augmentation significative du risque. Donc, mais après, lorsque je me concentre sur l'intervalle de confiance, je trouve par exemple la situation que je viens de vous citer. Par exemple, je trouve effectivement, j'ai trouvé un odds ratio de 1, par exemple 4 ou 5. J'ai trouvé la marge supérieure, elle est de, par exemple, 1,8, etc. Mais la marge inférieure, elle est de 0,95, par exemple. Donc, je me dis, ah, c'est pour ça, ça a bousillé cette augmentation de significativité. Est-ce que c'est clair? Bon, je m'excuse juste quelques secondes parce qu'on tape à la porte, donc je vais voir qu'est-ce qui se passe, parce que je suis d'astreinte. Donc, je reviens. Pardon, je fais diaporama. C'est bon, vous arrivez à voir? Donc, et là? Ah, ça veut dire qu'il faut que je réactive. Parlons quand on a parlé du risque relatif et de l'autre ratio, c'était ça les mesures d'association. D'accord? Maintenant, on va passer aux mesures d'impact. Donc, le risque relatif et l'autre ratio sont les mesures d'association. Ils mesurent quoi? La force d'une liaison entre un facteur et la survenue d'une maladie au niveau de l'individu. Mais ils ne renseignent pas sur l'impact de ce facteur dans la survenue de cette maladie à l'échelle d'une population. Là, on va réfléchir un peu en épidémio, parce que généralement, ils traitent l'impact d'une façon générale sur la population. Exemple, là, j'aime bien cet exemple qu'ils ont donné dans un livre, un cours, quelque chose comme ça. Donc, par exemple, conduire une voiture les yeux fermés. Si vous fermez les yeux et vous commencez à conduire votre voiture. Ça, c'est un facteur de risque d'accident. Il est très élevé, n'est-ce pas? Donc, si vous voulez, si on va commencer à estimer l'autre ratio, etc., on va trouver que réellement, il y a une association forte. C'est-à-dire, il y a un risque élevé pour le conducteur. Mais ce n'est pas le seul facteur exposant aux accidents, n'est-ce pas? Il y a d'autres facteurs. Mais aussi, quand peu de gens vont conduire les yeux fermés, c'est-à-dire là, on est en train de voir un peu la fréquence aussi. La part de ce facteur de risque dans la survenue des accidents de la circulation est sans doute très faible. Relisez, essayez de relire cet exemple pour un peu comprendre la différence comme ça dans la réflexion entre les mesures d'association et les mesures d'impact.
C'est-à-dire, dans les mesures d'association, on calcule, on trouve l'association entre ce facteur et cette pathologie. Mais dans les mesures d'impact, on va un peu reculer et essayer d'estimer dans la population, estimer cet impact et tout en prenant en compte d'autres facteurs. Donc, les mesures d'impact permettent de calculer la proportion de cas attribuables. Et c'est pour ça, rappelez-vous, si vous avez lu des cours, je me souviens même dans le cours de l'asthme, etc., professionnel, vous trouvez toujours enfin le risque attribuable. Je ne sais pas si vous avez déjà lu cette phrase, le risque attribuable est de 14%, etc., que ce soit pour les cancers. Donc, c'est ça, en parlant des mesures d'impact, on va parler justement de cette proportion de cas attribuables aux facteurs de risque étudiés et le nombre de cas évités. C'est-à-dire, si on va arriver, si vous voulez, à l'extrême, c'est-à-dire on peut dire qu'on aurait pu éviter cette maladie chez tant si on avait évité ce facteur de risque. D'accord? Donc, si ce facteur de risque est supprimé. Les mesures d'impact permettent d'estimer l'importance d'un facteur en termes de santé publique et donc de définir les priorités d'action, mais elles n'ont de sens que s'il existe une relation causale entre le facteur de risque et la survenue de la maladie. Ça veut dire quoi? Ça, c'est une phrase vraiment qu'il faut mettre en gras. C'est-à-dire, on peut calculer. Vous allez voir, toujours à partir du même tableau. D'ailleurs, ce sont des notions, généralement, on n'arrive jamais à ça, nous, par exemple, dans nos enquêtes de médecine, travail, tout, parce que ça nécessite vraiment beaucoup de compétences et beaucoup enfin, en matière d'études épidémiologiques. Mais de toute manière, même si vous avez le tableau, vous pouvez calculer. Rien ne vous empêche de calculer. Mais ça ne sera pas vraiment, si vous voulez, utile ou nécessaire parce qu'il faut déjà que la relation causale, vous vous rappelez, on a parlé de la relation causale, les critères et tout ça. Donc, ça ne sert à rien de mesurer l'impact d'un facteur dans la population alors que vous n'avez même pas établi la relation causale. D'accord? Donc, c'est vrai, on a mesuré, enfin, on a calculé nos mesures, nos facteurs, si vous voulez, ou bien nos paramètres de mesure d'association, notre odds ratio, etc. Mais avant d'aller à cette étape qui est un peu très, très, comment dirais-je, ça relève du côté sophistiqué, si vous voulez, des études. Parce qu'une fois on arrive à cette étape, mesurer l'impact, ça veut dire c'est bon, on a déjà établi la relation causale et on veut vraiment réfléchir en santé publique, c'est-à-dire réfléchir sur l'impact de ce facteur sur la santé publique, comment on aurait pu, combien de cas on aurait pu éviter, par exemple de cancer de poumon, etc. Donc, même, on va voir après que on peut les utiliser aussi quand on veut estimer l'efficacité d'un vaccin. Si vous avez par exemple un vaccin, comment il protège la population, enfin en matière de proportion, c'est-à-dire cette proportion, cette différence entre la situation où on n'a pas utilisé le vaccin et la situation où on a utilisé, ça se calcule. Donc, c'est vraiment utile en matière de santé publique. Donc, les mesures d'impact n'ont de sens que si la relation entre l'exposition et la maladie est réellement de nature causale. D'accord? Donc, c'est ça la cause. Sinon, les calculs sont très faciles. C'est quoi, si vous voulez, qu'est-ce qu'on a comme paramètres par rapport aux mesures d'impact? Donc, le premier, c'est la fraction étiologique du risque. Fraction étiologique du risque. On va la calculer. Elle estime la contribution d'un facteur dans la survenue d'une maladie. L'impact maximum que l'on peut espérer si le facteur de risque est éliminé. Elle aide à la décision et au choix des priorités en matière de gestion de la santé publique. Donc, la fraction étiologique dans le groupe exposé, on va la calculer dans le groupe exposé, dans le groupe, par exemple, non exposé, on verra. Donc, c'est la proportion de cas que l'on peut attribuer au facteur de risque dans le groupe exposé. Comment?
Donc, on va prendre le risque absolu chez les exposés, moins le risque absolu chez les non exposés, et on divise sur le risque absolu chez les non exposés. Autrement dit, comment on a réfléchi? Comme si on a dit, ah d'accord, le risque de survenue de cette maladie chez les exposés, il est par exemple de temps. Mais même ceux qui n'étaient pas exposés, ils avaient aussi ce risque, n'est-ce pas? Par exemple, il n'y a pas que les fumeurs qui ont un cancer bronchopulmonaire. Il y a des gens qui n'ont jamais fumé et malgré ça, ils ont développé aussi un cancer bronchopulmonaire. Donc, je ne peux pas dire il n'y a que le tabac. Vous voyez un peu, c'est ça la spécificité. C'est que je fais cette soustraction entre le risque chez les exposés, j'enlève le risque chez les non exposés, d'accord? Parce qu'ils n'étaient pas liés au même facteur de risque. Et je divise par le risque absolu chez les non exposés. Donc, autrement dit, si je reprends les calculs et tout ça, je vais modifier la formule. Elle sera le risque relatif moins 1 divisé sur le risque relatif. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit que si on trouve, par exemple, un risque relatif de 1,5, comment on peut l'interpréter? On peut dire que finalement, l'exposition à ce facteur a augmenté ou bien a multiplié le risque d'avoir un cancer, par exemple, par 1,5. S'il n'y avait aucun effet, il aurait été de 1. C'est pour ça notre limite, si vous vous rappelez, notre limite entre significatif, il n'y a pas d'association et tout ça, c'était 1. Parce que 1, ça veut dire c'est égal. Exposé ou bien ne pas être exposé, c'est la même chose. C'est ça, 1. Donc là, on fait la même chose. On fait risque relatif moins 1. C'est-à-dire, si je trouvais, par exemple, mon risque relatif, il était de 1,6. Le 1, déjà, ça veut dire il n'y a pas. Donc, je fais 1,6 moins 1. Il me reste il va rester 0,6. 0,6, je vais le diviser encore sur ce risque relatif. Je vais trouver cette fraction étiologique du risque, c'est-à-dire la part, autrement appelée, on peut l'appeler comme si c'est la part propre à cette exposition. Vous voyez un peu? Parce que j'ai enlevé tout ce qui n'est pas lié à cette exposition de certaine manière. Donc, la même chose, si je n'ai pas de facteur de risque relatif, j'ai l'autre ratio, ça sera la même chose. L'autre ratio, moins 1, divisé par l'autre ratio. Les calculs sont très faciles. Il n'y a pas c'est pas compliqué. C'est juste la compréhension de qu'est-ce que ça signifie. C'est là qu'il faut un peu vous concentrer et réfléchir. Donc là, comme je vous l'ai dit, pour parler des mesures d'impact, déjà, la causalité est connue, c'est-à-dire elle est établie. Et on démarre. On démarre maintenant pour voir finalement ce facteur de risque, quelle est sa part propre, en dehors des autres facteurs possibles. C'est pour ça qu'on a fait ça, en quelque sorte, cette soustraction entre le risque relatif et le 1. Est-ce que c'est clair? D'accord. De toute façon, on va illustrer avec, je pense que c'est plus clair avec l'exemple. Donc, on revient à notre tableau. Donc, c'est pour vous rappeler les risques, comme on a utilisé le risque absolu, c'était juste pour vous rappeler que c'est facile. Tant qu'on a notre tableau de contingence, on peut calculer tout ça. Le risque absolu, l'odds ratio ou bien le risque relatif. Et après, on arrive à ces fractions étiologiques du risque, par exemple. Donc, aussi, cette fraction étiologique est comprise entre 0 et 1, n'est-ce pas? Parce que, qu'est-ce qu'on a dit? C'est, en quelque sorte, c'est risque absolu, moins risque absolu divisé par risque absolu. Et le risque absolu est situé entre 0 et 1. Donc, la même chose, la fraction étiologique, elle se situe entre 0 et 1. Elle peut être présentée comme une fraction ou multipliée par 100 et exprimée sous forme d'un pourcentage. Elle peut, une fraction donc étiologique
proche de 0 signifie que le facteur étudié joue un rôle très faible. Bien sûr, plus on augmente, plus on s'approche de 1, ça veut dire que la part, si vous voulez, de ce facteur était importante pour la survenue de cette maladie. Donc, une fraction étiologique proche de 1, elle indique que le facteur étudié est responsable de la quasi-totalité des cas chez les exposés. Comme si vous voulez, je divise comme ça théoriquement, comme si je divise entre 0 et 1 des petites parts et je me dis, finalement, le tabac, il a pris une part, plus de la moitié des parts, une petite partie seulement, et les autres facteurs, l'âge, peut-être la mauvaise alimentation, la soudure, etc., ont pris le reste. Ou bien, si je trouve un facteur de risque, enfin, une fraction, par exemple, étiologique d'un facteur de risque, par exemple, de 0,7. Vous imaginez, ça veut dire qu'il ne reste que 0,3 pour tous les autres facteurs. Ce facteur à lui seul a pris vraiment 70%. Vous voyez un peu la signification. C'est très grave. Donc, plus cette fraction étiologique est élevée, elle s'approche de 1, plus ce facteur est très important. C'est pour ça qu'on a dit ça aide aussi à la décision. Par exemple, vous calculez entre tabac et soudure. Finalement, qu'est-ce qui a causé le plus? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure pour l'exemple de la voiture? Pourquoi le tabac requiert beaucoup d'importance en santé publique, il y a les campagnes et tout ça? Parce que ça peut toucher à toute la population. Par contre, les facteurs professionnels, ça touche à quelques métiers. Vous voyez un peu, parce que ça gère après la politique, les politiques de santé. Vous organisez une campagne anti-tabac. Ça peut être des enseignants, des médecins, des retraités, etc. Bon, généralement chez nous, de sexe masculin, enfin le plus souvent. Mais si vous prenez un facteur professionnel, par exemple, ça risque de toucher, enfin les actions de prévention, ça va toucher, par exemple, un secteur, BTP par exemple. Ça va toucher une marge, une fraction d'âge, c'est-à-dire les gens qui sont âgés, par exemple, entre 30 ans, bien de 20 ans et 60 ans. Je vois que c'est important aussi. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça, calculer ces fractions, ça permet après d'estimer déjà l'impact des actions de prévention ou bien de lutte, de traitement, quel que soit. La fraction étiologique dans la population. Là, on a calculé la fraction étiologique du risque, mais c'était chez les dans le groupe exposé. En la calculant dans la population, ça veut dire qu'on prendra maintenant tout le monde, exposé et non exposé. Donc, c'est la proportion de cas dans la population globale, groupe non exposé et groupe exposé réunis, que l'on peut attribuer au facteur étudié. C'est ça le risque attribuable. C'est comme ça. Donc, c'est fraction étiologique dans la population ou bien risque attribuable, c'est la même chose, c'est la même formule. Donc, c'est la fraction étiologique de risque chez la population, c'est le risque absolu chez la population, moins le risque absolu chez les non-exposés, divisé par le risque absolu de la population. Donc, elle nous permettra aussi de trouver le nombre de cas évitables dans la population. C'est juste la fraction étiologique du risque chez la population, ça, c'est-à-dire ce résultat, fois le nombre total des malades. C'est-à-dire, je reviens à, par exemple, si je suis cas témoin, dans une enquête cas témoin, j'ai le nombre de malades, par exemple, je multiplie ce nombre de malades par cette fraction, j'aurai le nombre de cas que j'aurais pu éviter s'il n'y avait pas l'exposition à ce facteur de risque. OK? Après, je vous laisserai les formules pour pouvoir calculer. Troisième paramètre, c'est la fraction préventive du risque. Ça va de soi. Puisqu'on a parlé de facteur protecteur, il faudra calculer sa fraction préventive. On va pas appeler éviter la maladie grâce à un vaccin comme risque. Ce n'est plus, si vous voulez, c'est une prévention. Là, on va prévenir le risque. Donc, la fraction préventive du risque,
se calcule de façon analogue à la fraction étiologique lorsque le facteur étudié est un facteur protecteur, par exemple un vaccin, une chimioprophylaxie ou toute autre action de prévention. Donc, c'est la proportion de cas et après, on a la fraction préventive du risque chez les exposés, bien sûr. Donc, et la proportion de cas qui seraient survenus en excès. Vous voyez un peu, ici, on a interprété le nombre de cas, bien la proportion de cas qu'on aurait pu éviter s'il n'y avait pas le facteur de risque. Mais là, c'est l'inverse. C'est le nombre de cas qu'on aurait eu s'il n'y avait pas le facteur protecteur. D'accord? C'est juste une question de formulation de phrase. Donc, voici l'exemple. Des auteurs ont réalisé une enquête cas témoins. Donc, essayez de noter les données, s'il vous plaît. Prenez une feuille et un stylo pour noter les données, parce que je ne peux pas vous laisser en même temps la diapo. Vous n'avez pas appris par cœur les formules, ça va de soi. Donc, je ne peux pas vous laisser les diapos concernant l'exercice et en même temps les diapos concernant les calculs. Donc, essayez de prendre les données, tracez après votre tableau de contingence. Comme ça, je vous donnerai les formules. Je vous laisserai les formules. Donc, des auteurs ont réalisé une enquête cas témoins pour étudier le lien entre les décès par cancer du poumon et l'exposition professionnelle à l'amiante. Donc, les cas, c'était des hommes âgés de plus de 55 ans décédés d'un cancer du poumon. Les témoins, c'était des hommes de plus de 55 ans décédés d'une autre maladie. 2 témoins par cas. Donc, ils ont pris 2 témoins par cas. Voici le tableau de contingence. Notez-le, s'il vous plaît. C'est clair? Très bien. Les autres, vous êtes là? Oui, professeur. Oui, on est là. Très bien. Donc, notez le tableau, s'il vous plaît. C'est bon? Oui. C'est bon. Alors, bon, je ne vais pas vous donner les résultats. Donc, comment on fait? D'après vous, comment il faut commencer? On commence par quoi? Calculer le risque absolu. Hôte. Calculer quoi? Qu'est-ce qu'il faut calculer en premier? Le hôte. Le hôte. Puis le hôte ratio. D'accord. Vous êtes sûr? Non, je pense qu'on commence par le risque absolu. Vous êtes sûr? Bon, le risque absolu, vous pouvez le calculer. Vous avez vos données, vous êtes à leur place. Qu'est-ce que vous allez faire?
Il n'y a pas de question. Oui, vous avez le droit de calculer le risque absolu. Mais mieux encore, normalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on a dit? On ne parle pas de mesure d'association si déjà on n'a pas de différence, si on n'a pas déjà de différence significative. Donc, logiquement, vous allez commencer par le qui de, Ah n'est-ce pas? oui, oui. Eh, C'est vrai. supposons qu'il n'y a pas, il n'y a même pas une différence significative et vous allez calculer l'autre ratio ou bien risque relatif. Là, très bien, très bonne réponse. Vous avez dit autre ratio, pas risque relatif parce que cas témoin. Très bien. Mais là, déjà, on a dit qu'il faut avoir une différence significative pour pouvoir parler déjà de mesures d'association et de mesures d'impact. Donc, je vais vous faciliter les choses. Très bien. Voilà, je n'ai pas vraiment besoin de données. Là, par exemple, là, on n'a pas vraiment une matrice. Si vous voulez, on n'a pas de fichier Excel. Donc, mais malgré ça, je peux lancer comme un calcul, si vous voulez, manuel, mais c'est pas manuel, c'est le logiciel qui me le fait. Donc, on a dit nombre de lignes, c'est 2, nombre de colonnes, c'est 2. C'est une table de calcul du qui 2. Lorsque vous avez vos données, vous n'avez pas vraiment une base de données. Donc, voilà, je vous apprends comme ça, si vous ne faites pas votre base de données en norme, parce que si vous aviez une base de données, vous allez ici, déjà, on a dit la dernière fois, importer votre base de données et après, vous faites ici tri croisé, d'accord? Et vous choisissez l'élément, les deux éléments. Mais là, il ne me donne même pas la main parce qu'il n'y a pas de base de données. Donc, qu'est-ce que je vais faire comme tri croisé? Mais il me donne quand même la main pour remplir manuellement mes données, d'accord? Et faire mon calcul. Il me fait le calcul. Donc, on a dit 271. Ici, c'est 420. Ici, c'est 312. Et ici, c'est 46. 746. Alors, là, vous allez me dire, est-ce qu'on se contente du qui 2, test de qui 2, ou bien je demande le fichier? Dites-moi pourquoi. Très bien, parce que vous avez des effectifs très élevés. Très bien. Donc là, ça dépasse largement les 5. Donc ça va de soi que les effectifs, parce que quand on a parlé de Fisher ou bien de la correction de Yates, on a dit, rappelez-vous, on a dit que lorsque c'est inférieur à 5, mais ce n'est pas l'effectif observé, c'est l'effectif théorique, c'est-à-dire ce qu'on calcule, ce qu'on mettait entre parenthèses la dernière fois. Mais comme généralement, c'est proche de la valeur donnée. Donc, on est déjà au-dessus de 200. Donc là, on est vraiment à l'aise. On n'a pas besoin du fichier. Donc, je mets OK et il me fait le calcul. Regardez. Donc, il me donne le x squad, c'est-à-dire le qui carré, ou bien le qui 2. Il est de 17,80. Donc, il est énorme. Il est largement supérieur à 3,84, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a une différence significative. La preuve, il me donne le p-value qui est, regardez, il est vraiment inférieur à 0,001. Donc, ça va, je suis très à l'aise. Donc, voici mon qui 2. Donc, notez ces valeurs parce que vous en aurez besoin, n'est-ce pas? 17,8. 8,04 si tu veux, oui. Mais sinon, 17,8. Donc, vous avez votre qui 2 parce que vous en aurez besoin pour l'intervalle de confiance, n'est-ce pas?
C'est bon? Quoi? Non, tu n'as pas besoin du p-value après pour les formules. Mais bon, oui. C'est 4,024. Mais si vous présentez vos résultats, par exemple, vous avez ce P, vous allez mettre directement P, petit p, entre parenthèses, petit p, inférieur à 10 puissance moins 3 ou bien 0,001. D'accord? C'est pas la peine de noter en détail. Généralement, vous donnez la précision du petit p lorsque c'est pas très, très petit. Lorsque c'est très, très petit, vous avez plusieurs zéros comme ça, vous êtes à l'aise. L'essentiel, c'est une grande significativité, si vous voulez. OK? Donc, on revient ici. Comme ça, donc, je vous ai évité ce qu'on a fait la dernière fois. Donc, vous n'avez pas calculé, fait ça fois ça, divisé par ça, etc. C'est ce qu'on a fait la dernière fois. Donc, allez-y. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous voulez que je revienne? Je vous donne les autres formules. On revient? Donc, qu'est-ce que vous voulez maintenant calculer? Dites-moi et moi, je vous mets les formules. Odds ratio et l'intervalle de confiance, c'est bon. Très bien. Donc, là, vous avez pour l'odds ratio. Donc, voici la plaque pour l'odds ratio. Allez-y, calculez votre odds ratio. Vous voyez un peu? Là, vous avez le droit de parler d'odds ratio. Mais tant que vous n'aviez pas le qui de et le degré de significativité, vous ne pouvez pas calculer l'odds ratio par rapport à quoi? S'il n'y a pas de différence. À quoi ça sert? De toute façon, vous allez le trouver non significatif. S'il n'y avait pas de vérification. Si le qui 2 n'était pas, c'est-à-dire n'était pas pour une différence significative, l'autre ratio aussi, ça ne sera pas pour une différence significative. Donc, c'est juste une perte de temps. Mais sinon, c'est pas très. Un 54. Très bien. Donc, pour l'autre ratio, c'est 1,54. Qu'est-ce qu'on a dit? Il n'y a pas d'unité. C'est juste un nombre. Déjà, vu comme ça, 1,54, qu'est-ce que vous allez comprendre? Il est déjà supérieur à 1, n'est-ce pas? Supérieur à 1. Oui. D'accord. Donc, autrement dit, comme si on est en train de dire que finalement, cette exposition a multiplié le risque d'avoir un cancer, cette exposition à l'amiante a multiplié le risque d'avoir un cancer bronchopulmonaire par 1,5. Ce n'est pas 1, mais c'est 1,5. Donc, quand même, ça a augmenté. D'accord. Donc, maintenant, vous avez besoin de quoi pour calculer l'intervalle de confiance? Voici votre intervalle de confiance, la formule. Vous avez besoin, enfin, c'est la même chose, c'est la même formule, quel que soit odds ratio ou bien risque relatif. C'est juste, voilà, je vous mets ça pour agrandir un peu. C'est, oui, non, ça ne veut rien dire. Il faut l'avoir. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Des fois, l'intervalle est un peu large. Donc, si vous avez 0,90 et 2,20, c'est possible aussi. D'accord? Oui, c'est pour ça. D'ailleurs, dans les logiciels, ils vous donnent directement le P. C'est le petit P, mais ils vous donnent aussi l'intervalle de confiance. Seulement, c'est un peu compliqué. Mais
C'est-à-dire, vous ne pouvez pas comme ça entrer des chiffres et tout ça. Il faut avoir la base de données. Donc, mais il vous donne l'intervalle de confiance et il vous donne le P. Parce que c'est avec le petit P, vous êtes rassuré. Donc, essayez de calculer. Donc, vous avez 1,96. Déjà, qu'est-ce qu'on a dit? 1,96, c'est Z alpha sur 2. Donc, ça veut dire déjà, on est en train de parler intervalle de confiance à 95%. Donc, c'est-à-dire, c'est admis pour cette étude, par exemple, ou bien pour notre formule, que alpha, c'est 0,05. Maintenant, si on prend un autre alpha, il faudra modifier. Vous allez trouver dans certains articles, par exemple, IC 99. Ça veut dire qu'ils ont pris alpha 0,01. Il y a des études qui cherchent vraiment de la précision et puis pour augmenter la valeur des résultats de l'étude. Mais là, généralement, enfin, 95%, c'est admis. Alpha 0,05, c'est admis, donc c'est plus facile. Donc, vous avez 1,96 divisé par la racine. Oui, oui, non, je parle, il faut commencer par calculer déjà la racine de votre qui 2, et après faire 1,96 divisé. Voilà. Et après, faire 1 moins, enfin puissance. Puissance 1 moins et puissance 1 plus. Ça donne 1,26. Les autres, est-ce que vous avez trouvé la même valeur? Comment ça, 0? Et vous, Moi, combien vous j'ai avez trouvé? Oui. Très bien, donc la même valeur que votre camarade. Les autres? Très bien. Les autres, vous avez trouvé combien? Très bien. Donc là, imaginez 1,26, 1,54 et 1,88. Donc, vous êtes à l'aise. C'est en faveur donc d'une augmentation significative du risque. OK?
Donc, vous avez votre odds ratio avec l'intervalle de confiance. Maintenant, donc, qu'est-ce que vous pouvez calculer? La fraction étiologique du risque. Pour un peu, vous prenez les exposés, la fraction chez les exposés, chez la population. C'est pour voir un peu finalement l'impact, si vous voulez, de ce facteur de risque sur cette pathologie. Donc, ça a augmenté de combien? On aimerait bien savoir. On a dit, elle se situe entre 0 et 1, et plus elle s'approche de 1, ça veut dire que c'est un facteur important. Allez-y, calculez-la. Donc, c'est le risque absolu chez les exposés moins le risque absolu chez les non exposés divisé par le risque absolu chez les non exposés. Ben non, c'est le odds ratio moins 1 sur le odds ratio. Oui. Il s'agit d'une... Vous avez raison. Oui, pourquoi vous pouvez utiliser les deux. Mais vous avez raison, c'est la plus facile. Oui, vous pouvez utiliser la plus facile. Pourquoi les deux formules sont importantes? Imaginons que vous n'avez pas encore calculé l'odds ratio. Vous pouvez utiliser d'emblée celle-là. D'accord? Si c'était un exercice où on ne passe pas par l'odds ratio, vous pouvez calculer directement les risques absolus et appliquer la première formule. D'accord? Mais avec la deuxième, c'est beaucoup plus facile. Ah, non. Donc, qu'est-ce que je fais? On a déjà le tiers à peu près entre le 0 et le 1. N'est-ce pas? Donc, autrement dit, on va formuler notre phrase comment? Qu'est-ce qu'on a dit ici? Donc là, c'est que notre facteur de risque est responsable de 35% des cas, n'est-ce pas? Vous avez calculé mais chez les exposés. Là, on est chez les exposés. Allez-y, calculez chez les non, enfin, chez la population. Calculez le risque attribuable. Elle est là. Oui, risque absolu chez la population, moins le risque absolu chez les non exposés, divisé par le risque absolu chez la population. Le risque absolu chez la population, c'est quoi? Les malades sur le nombre total. Là aussi, les malades non exposés divisé par tous les non exposés. Je vous remets le tableau de contingence. Notez la formule, comme ça je vous remets le tableau. Voilà. Oui, c'est ça. Ça sur ça. Oui, oui. Est-ce que vous êtes en train de calculer les autres? Vous êtes là? Oui, professeur. Oui, on est là. Vous êtes là, donc c'est juste, je compte une voix féminine, une voix masculine. Donc finalement, il y a plusieurs voix féminines. Oui. D'accord. Vos voix se ressemblent. J'ai l'impression qu'une seule fille est en train de parler. D'accord. Choubini, là, c'est facile à distinguer. Oui, parce que j'ai l'impression qu'il y a Choubini, il y a une autre fille qui est en train de participer. Les autres, il va falloir prendre, dorénavant, il faut prendre une voix grave, une voix aiguë. Ou bien il faut mettre les vidéos, comme ça, c'est l'idéal. Au temps de Monsieur Lamara, il nous faisait passer au tableau, l'un après l'autre. C'était obligatoire pour les exos. Oui?
Je reviens à la formule. Oui. OK. La voilà. Pour le risque attribuable. Donc, vous avez calculé l'autre fraction, vous avez trouvé 35%, ou bien 0,35. Et là, vous allez calculer le risque attribuable. Oui, les non exposés. Non, non. Risque absolu chez les non exposés. C'est ça, risque absolu chez les non exposés. C'est combien étaient malades parmi les non exposés sur le nombre total des non exposés, c'est tout. C'est C sur C plus D. C'est ça. Là, voilà. Vous faites C divisé par C plus D. C'est bon? Alors, combien? Zéro douze. Pardon? J'ai trouvé 0,12. 0,12. Oui. 0,110. Oui, donc oui, pour arrondir, on peut dire 0,12. Donc, c'est ça. Donc, c'est le risque attribuable. Vous voyez un peu, l'autre fraction qu'on a trouvée, la fraction étiologique, elle était de 0,35. Donc, on avait comme l'impression que les 0,35, si vous voulez, les 35% étaient dus à l'amiante. Alors que c'est au fond, risque attribuable, c'est ça. C'est la proportion de cas dans la population, mais dans la population globale. Vous voyez la différence? Est-ce que vous avez constaté la différence? Pourquoi ici c'est 0? Parce que là, on prend toute la population. Parce qu'on peut développer aussi un cancer bronchopulmonaire sans être exposé à l'amiante. Donc, c'est pour ça c'est-à-dire. Non, il est comme ça. Non, non. Oui, c'est zéro. Oui, c'est le risque attribuable, 0,12. Donc, comment l'interpréter? C'est comme si on dit au sein de la population d'une façon générale, donc quel que soit, ils sont exposés ou non, c'est ça. Groupe non exposé et groupe exposé réunis. Donc, cette fraction, on l'attribue au facteur à l'amiante. Donc, si vous voulez, oui, c'est parmi la population. D'accord? Chez les exposés, si vous voulez, chez les exposés, c'était 35%. Mais là, quand on va à la population, il y a les exposés, les non exposés, mais aussi les non exposés peuvent avoir aussi un cancer bronchopulmonaire. Du coup, si on équilibre par rapport à la population, ce taux est devenu 12%. Donc, risque attribuable. Là aussi, c'est important, hein, la preuve, l'amiante, la causalité est plus que confirmée. Donc, le nombre de cas évitables. Donc, maintenant, essayez de calculer combien chez cette population on aurait pu éviter de cancer. Combien de cancers on aurait pu éviter si on n'avait pas cette exposition à l'amiante. Donc, c'est votre RP, ce que vous avez trouvé, multiplié par le nombre total des malades. Des malades, et non pas des sujets de l'étude. D'accord. Donc, des malades. 70. Très bien.
Donc, voici comment on formule ces résultats. Donc, l'odds ratio est égal à 1,54. Votre fraction donc, étiologique de risque chez les exposés, elle était de 0,35. Cela signifie que 35% des décès, parce qu'on a pris les décès, pas les cancers tout court, donc des décès par cancer du poumon chez les hommes de plus de 55 ans, il faut toujours rester dans votre échantillon. On a pris les hommes de plus de 55 ans, les décès par cancer de poumon. Donc, 35% sont attribuables à une exposition professionnelle à l'amiante. Donc, 35% de ces décès auraient pu être évités par une meilleure application des mesures de protection. Le nombre de cas évitables est égal à 70 décès par cancer du poumon. Donc là, bon, je ne vais pas calculer la fraction, si vous voulez, là, ce que vous avez calculé ici, chez la population. Donc, c'était pour vous permettre de calculer le risque attribué. C'est mieux. C'est bon, est-ce que vous avez des questions? Non. Non? Donc, voilà, c'est ça l'objectif. Donc, le cours, je pense qu'il est atteint. Il y a des notions qu'il faudra comprendre pour mieux lire les articles scientifiques, les études et tout ça, et d'autres que vous pouvez appliquer. Mais généralement, bon, si vous pouvez déjà avoir une comparaison entre deux pourcentages ou bien deux moyennes, après, vous allez faire les comparaisons entre deux moyennes. Pour vos mémoires, c'est déjà très, très intéressant. Pour le reste, c'est pour vous permettre d'interpréter ce que vous allez lire, les revues de la littérature, etc. Donc, c'est bon. Je vous ai dit, ce sont deux petits cours. Ils ne sont pas très longs. Donc, est-ce que vous avez des questions? Ah, pardon, on fait la présence. Alors, où est-ce que j'ai mis la liste?